Bonjour. Dans d'autres vidéos sur le réchauffement climatique, j'ai déjà essayé de montrer à quel point la fiction et les messages idéologiques et politiques se mélangent pour orienter notre opinion et notre vision des choses. J'ai déjà eu l'occasion de montrer que le réchauffement climatique est une idéologie. Ce n'est pas une théorie scientifique, mais idéologique. Il en va de même pour l'extinction des populations animales. Ça, je vous en parle rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il m'a suffi de comprendre que la personnalité scientifique qui était mise en avant, qui prend la parole maintenant sur les dangers auxquels seraient exposées les populations animales, les dangers de disparition, cette personne qui prend en ce moment la parole dans les médias, car il y a eu un sommet sur la biodiversité, comme il y a pu y avoir des sommets intergouvernementaux sur le réchauffement climatique, donc on a affaire à des instances qui vont supranationales. Voilà, donc la parole qui est reprise en ce moment par tous les médias de type BFM et compagnie, c'est donc la parole du directeur de cette instance intergouvernementale, Robert Watson, qui c'est un chimiste et il a travaillé sur le réchauffement de la planète, la paléoclimatologie, et maintenant il s'occupe de biodiversité. Au sein de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est intéressant puisque tout de suite on nous présente cette instance comme le GIEC de la biodiversité. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, si ça, enfin ça n'inspire pas tellement confiance, quoi. Donc cette instance supranationale, intergouvernementale, disent-ils, toujours sous l'égide de l'ONU bien sûr, s'appelle l'IPBES. Et donc on a là un sommet avec beaucoup de spectacles, hein, pour nous faire prendre conscience que nous sommes responsables de la disparition des espèces animales, tout comme nous sommes responsables du réchauffement climatique. C'est aussi le CO2 pour les animaux. On ne va pas nous dire comment sont recensées les populations animales. J'ai fait un peu de recherche, alors il y a des campagnes de temps en temps où on va survoler des régions en avion ou en hélicoptère, on va prendre comme ça des quantités à la louche. Mais bon, au niveau du protocole, on va pas savoir grand-chose, mais par contre, on va avoir tout un discours plein de nichards et sans beaucoup de signification en fait. Donc voici ce que dit ce Robert Watson. Notre destruction de la biodiversité et des services écosystémiques a atteint des niveaux qui menacent notre bien-être au moins autant que les changements climatiques induits par l'homme. Donc on est encore dans une logique anthropique. Ce sont des gens qui n'aiment pas les êtres humains. Nous dépendons fondamentalement de cette diversité du vivant pour tout ce qui nous constitue en tant que société, même si nous ne savons pas précisément le mesurer. Oui, donc ça c'est quand même Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture, qui est maintenant directrice générale de l'UNESCO. Elle est passée d'une spécialité à l'autre, elle est maintenant spécialiste en biodiversité. Grande scientifique, Audrey Azoulay, sans doute. Après, on a la secrétaire exécutive de l'IPBES, donc cette instance intergouvernementale surnommée le GIEC de la biodiversité, Anne Larigauderie, qui fait le parallèle avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Rien à voir. Il se, il se pose des questions telles que à quoi sert la biodiversité? Pourquoi faut-il l'utiliser de manière durable? Pourquoi est-elle fondamentale pour résoudre les questions liées à la faim dans le monde?
Bon, enfin, cherchez pas. De toute façon, c'est la catastrophe. Il y a tout qui s'écroule. On va tous mourir. Et il va falloir écouter ces experts qui vont nous dire ce qu'on doit faire pour s'en sortir. Toujours avec la même idée, c'est-à-dire l'idée de mettre en place un gouvernement mondial qui va nous aider à mieux gérer ces problèmes internationaux qui ne sauraient être gérés par la nation et par on va dire, par les populations, par les peuples nationaux. Donc, on pousse encore en avant cette idée de il faut s'organiser internationalement, il faut un gouvernement unique pour gérer ces questions écologiques. Comme toujours, pour savoir si quelque chose est scientifique, il faut savoir quelle est la méthode qui a été utilisée pour mettre au point des hypothèses, des thèses, des observations. Est-ce qu'il y a eu des tests qui ont été faits? Pour le réchauffement climatique, on a beaucoup de scientifiques par le monde qui ont démontré que c'était une thèse qui était pseudo-scientifique. Ils sont très nombreux, ils sont des milliers à le dire. Mais comme leur parole n'est pas répercutée dans les médias, ben nous ne sommes pas au courant. Hein. Et c'est pareil pour les extinctions d'espèces. Moi, j'avais découvert que les ours polaires, la population des ours polaires ne s'était jamais aussi bien portée. Et ça, ce sont des spécialistes qui le disent sur leur site d'études des populations des ours polaires. Mais c'est pareil aussi pour ces histoires d'extinction massive animale. Comment est-ce que ça a été mesuré? Est-ce que on a compté un par un, une par une les abeilles, un par un les passereaux? Comment ça se passe en fait? Et on se rend compte que tout ça est fait de manière extrêmement cavalière et c'est souvent le résultat de modélisation informatique en fait. Leur procédure scientifique en fait c'est juste une modélisation par ordinateur. Donc il faut bien programmer cette modélisation. Toujours se poser la question du comment. Comment est-on arrivé à une théorie, à une conclusion, sur quoi on s'est fondé? Un modèle informatique, c'est un programme où on a dû identifier des paramètres, les mettre en relation et étudier leurs interactions. Donc ça, c'est une idée qui remonte à la moitié du XXe siècle avec la cybernétique, qui est une science du gouvernement. Et je vous encourage à regarder cette vidéo où il est question d'un autre Watson, non pas Robert Watson, qui était président du GIEC, puis président maintenant de cet organe sur la biodiversité. Ce n'est pas Paul Watson, le Sea Shepherd, lui aussi un écologiste militant qui, bon, on va pas se pencher sur lui pour l'instant, mais un autre Watson, Thomas Watson, le créateur de la société IBM, qui a fourni au Troisième Reich toutes ces cartes perforées pour pouvoir mieux contrôler la population et sa population juive, entre autres. Encore un Watson. C'était donc un businessman américain qui a fait des affaires avec l'Allemagne et en gros qui a poussé le Troisième Reich dans, on va dire, dans tout ce côté horrible qu'on connaît, qui est l'industrialisation en fait, hein, de la gestion des populations. En passant, Watson, c'est aussi un programme informatique soi-disant d'intelligence artificielle qui a été conçu par IBM. Petit clin d'œil à son fondateur, j'imagine. Donc, il est important de comprendre que ce soit pour des modélisations du climat, pour des modélisations des populations animales, pour des modélisations des populations humaines, parce que les cartes perforées aujourd'hui vont être remplacées par des puces RFID pour mieux prendre la mesure, pour mieux contrôler en fait les populations. Vous allez trouver tout ça expliqué dans cette vidéo de l'Université réelle de Montpellier, où on va voir cet intervenant Nathanaël Leroy qui explique très bien ce qu'est la cybernétique et qui explique très bien aussi, qui démystifie ce qu'est une machine. Je vais vous
vous faire écouter juste cet extrait et je vous laisse regarder le reste. Je vous dis à bientôt. Si je reste fasciné, il y a toujours quelque chose de fascinant dans la technologie, mais disons que cette idée que ça va tout résoudre, j'ai fait du chemin là-dessus et je suis plus du tout aussi enthousiaste qu'avant. Même si ponctuellement, je peux être fasciné, enthousiasmé par quelque chose de ponctuel, mais je commence à avoir une vue d'ensemble qui me fait prendre du recul. Ce que je rappelle à l'élève qui a l'impression que la machine qu'il a dans les mains est intelligente, hein, par exemple une calculette Inspire qui fait du calcul symbolique, souvent l'élève va dire ah, qu'est-ce qu'elle est intelligente cette calculette, elle arrive à faire un truc que j'arrive pas à faire et tout. J'essaye de lui rappeler ce que c'est qu'une machine et de faire comprendre que si on enlève tout ce qui nous paraît un peu mystérieux, l'électromagnétique, l'électronique, les écrans, etc., on peut fabriquer une machine qui fait la même chose qu'un ordinateur en bois, sans métal. Alors évidemment avec du métal, du caoutchouc, ce serait mieux, mais juste en bois, c'est pas impossible. Pour faire une petite calculette de rien du tout, il faudrait peut-être remplir cette pièce d'engrenage, mais c'est possible. On en a un exemple, c'est les caisses enregistreuses dans les westerns. Hein, comment ça marche? Dedans, il y a des mécanismes, on tape des trucs, on fait tourner un peu la manivelle pour enregistrer l'info, et puis à la fin, pour faire le calcul, on mouline. Et puis à la fin, ça fait ding, et ça dit combien fait le total, par exemple. Bon, là, qui arriverait à penser que la caisse enregistreuse est quelque chose d'intelligent? Si on fabriquait un ordinateur comme un PC, la taille du truc serait peut-être plus gros qu'une barre HLM. Avec des engrenages en bois, ce serait un sacré boulot. Pour alimenter, parce qu'il faut de l'énergie pour que le mécanisme s'actionne, donc il faudrait par exemple de la traction animale, faire tourner des chevaux autour de pieux qui alimenteraient en tout un tas d'endroits en énergie cinétique, et avec des systèmes de débrayage et tout pour faire fonctionner telle partie du système, encore que ça pourrait être un peu automatisé, ces principes de débrayage, mais bref, on pourrait monter une sorte d'usine à gaz en bois qui ferait la même chose qu'un ordinateur. Et pour un écran, on pourrait imaginer comme les flap 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 qu'il y a dans les gares et les aéroports, qui maintenant sont remplacés par des écrans la plupart du temps, mais juste il suffirait qu'il y ait deux cases, une noire et une blanche, et on pourrait avoir sur un écran en noir et blanc avec des plus ou moins gros pixels, mais après si on va faire un écran géant avec des pixels gros comme ça qu'on regarde de loin, on a l'impression vraiment de voir un film. Le rafraîchissement à 25 images secondes serait pas super évident à gérer sur le plan technique, mais à mon avis c'est possible. Donc en gros, on pourrait avoir une machine qui est alimentée par la traction animale ou par une manivelle, si c'est pas trop gros, et dedans que des engrenages en bois. Et qui ferait la même chose que se faire un smartphone ou un PC. Et là, qui aurait l'audace de dire que c'est intelligent? Dans quelle mesure on va dire que ce tas de ferraille, ce tas de bois est intelligent? S'il y a une intelligence dedans, je veux bien admettre ça, c'est l'intelligence de l'ingénieur ou des ingénieurs qui l'ont conçu. Il y a une espèce de cristallisation de savoir dans la machine. Mais la machine en soi, elle n'est pas intelligente, elle ne fait pas les liens entre les choses, c'est des engrenages qui tournent, point barre.